Donc, bonjour. Bienvenue à ce symposium organisé par FAST dans le cadre des journées Europharmat 2024. Je vais vous présenter les résultats de l'enquête Challenge IUD. C'est une enquête qu'on a menée auprès des établissements de santé cette année, voilà, qui s'est terminée il y a quelques jours. Donc moi, je suis pharmacien, responsable de l'unité CIODM chez FAST. Donc FAST, c'est une société qui contribue, vous voyez, à la standardisation des échanges de données sur le circuit des médicaments et des DM à l'hôpital. Donc c'est une société qui a été fondée il y a plus de 20 ans par un pharmacien hospitalier. Et plus concrètement, notre société assure la production des catalogues d'interopérabilité CIO. CIO, ça veut dire catalogue d'interopérabilité. Un catalogue des médicaments, un catalogue des DM. Et ces catalogues sont intégrés dans les logiciels des établissements de soins euh, en France, hôpitaux et cliniques. Plus de 600 établissements aujourd'hui sont équipés avec l'un ou l'autre de nos catalogues, ou les deux catalogues. Voilà. Donc je sais qu'il y a j'ai vu qu'il y avait quelques fournisseurs de matériel médical, de dispositifs médicaux, qui s'étaient inscrits au symposium. Voilà, ça va leur permettre de savoir un petit peu plus ce qu'on fait, de comprendre peut-être davantage nos appels quand on les sollicite pour obtenir leur catalogue. Voilà. Donc le contexte de l'enquête, c'est le système d'identification unique DDM qui est à l'œuvre depuis la publication du règlement 2017-745 en 2017. Du point de vue des hôpitaux, l'IUD, c'est une obligation en matière d'enregistrement. Donc, c'est un identifiant enregistré dans les logiciels hospitaliers. Cet enregistrement est exigé à chaque étape du circuit des dispositifs médicaux implantables, je précise implantables à l'hôpital, depuis leur réception à la PUI jusqu'à leur pose au bloc ou dans d'autres services, notamment le radio interventionnel. Et cet enregistrement doit s'effectuer à l'aide d'un système d'identification et de saisie automatique des données, ce qu'on appelle l'acronyme AIDC. Et plus concrètement, il s'agit de ce système, c'est un lecteur de code barre associé à un logiciel qui va recevoir les informations, les décoder et enregistrer les données dans les champs adaptés. Euh, alors, en termes je pense que c'est pour tous les pharmaciens ou tous les établissements qui se sont lancés dans cette aventure. En principe, c'est tous les établissements MCO qui pratiquent la pose de DMI, ont constaté une diversité dans les pratiques des fabricants et donc dans les différentes configurations d'IUD qu'on peut retrouver en pratique sur les dispositifs médicaux. Donc cette diversité s'exprime à plusieurs niveaux. Tout d'abord, on retrouve sur les dispositifs médicaux différents types de symbologie, donc de codes barres, des codes barres linéaires, des codes barres bidimensionnels ou matriciels. Les normes de codification employées par les fabricants sont elles-mêmes diverses. Il y a 4 standards qui sont autorisés par l'Union européenne, mais seulement 2 standards qui sont en pratique, qui sont utilisés, en tout cas en France, sur les DM, qui sont les standards GS1 et HIBC. Chaque standard propose ses propres règles de syntaxe, ses propres balises. Voilà, il y a une diversité à ce niveau-là. Également, une diversité en matière de composition de ce qu'on appelle l'IUDIP, l'identifiant de production, puisque cet identifiant, en fait, c'est une ou plusieurs données de production qui sont agrégées par le fabricant. Ces données peuvent être le numéro de lot, le numéro de série, la date d'expiration, la date de fabrication. Il peut s'agir de l'une ou l'autre ou de la somme de ces différentes données. En fait, il y a pas mal de variétés également dans la composition en pratique des IUD qui arrivent à la pharmacie et au bloc. Il y a un élément de l'IUDIP que j'ai pas mentionné, c'est l'identifiant de logiciel, mais c'est dans un cas très précis, ça ne concerne pas a priori les DM implantables. Euh, Cette diversité elle s'explique. Hein, le législateur n'a pas souhaité favoriser un standard plutôt que par rapport aux autres.
donc elle peut tout à fait, on peut considérer qu'elle est légitime, mais elle entraîne un certain nombre de complications lors de l'enregistrement de l'IUD à l'hôpital. Donc on observe parfois des anomalies et la difficulté, ça va être de savoir reconnaître, mettre le doigt sur la cause de cette anomalie. Il peut s'agir de multiples causes. Il peut s'agir d'erreurs d'encodage du fabricant. Donc c'est le fabricant qui applique mal les standards de codification GS1 et JBC en particulier. Mais il peut aussi s'agir, et plus souvent, il va s'agir finalement d'autres causes, ou bien des lecteurs, donc des douchettes qui sont inadaptées ou qui ont mal été paramétrées. Et puis, il peut s'agir aussi d'un problème d'interprétation erronée ou incomplète du logiciel, c'est-à-dire que dans le cas où l'éditeur n'a pas, ou imparfaitement ou pas complètement en tout cas, intégré les règles de syntaxe des standards GS1 HIBC dans son logiciel. Voilà. Et donc, c'est dans ce contexte que donc FAST a décidé de proposer cette enquête hein, qu'on a surnommée, qu'on a appelée Challenge IUD aux établissements. Euh, euh, voilà. Donc l'idée, c'était de permettre aux établissements d'auditer leur système, hein, c'est-à-dire lecteurs et logiciels, et d'évaluer leur performance par rapport à la reconnaissance des principales configurations d'IUD que vous êtes susceptible de rencontrer sur vos DM à l'hôpital. Donc voilà, c'était vraiment une opportunité pour les hôpitaux d'auditer leur système. Et puis ensuite, l'idée, c'était d'agréger, enfin de colliger les résultats, de dresser un état des lieux au niveau national. Et en fonction de cet état des lieux, donc d'identifier les anomalies les plus fréquemment rencontrées et proposer, si possible, des pistes de résolution. Voilà. Donc, l'enquête a été réalisée avec l'application Microsoft Forms. Elle était directement accessible sur smartphone. Voilà, je vais vous montrer après un exemple de questions qu'on retrouvait dans ce formulaire. Ce formulaire comportait, le questionnaire comportait 14 codes barres de test qui chacun portait un IUD. Bien sûr, ces codes barres étaient conformes, hein. On n'a pas on n'a pas inséré de code barre anormaux. En principe, tous les codes barres devaient pouvoir être lus. Et on a généré des codes barres de test avec un outil en ligne dont vous avez le lien en bas de la page. Et pourquoi avoir généré des codes barres de test? Parce qu'on avait des exemples de codes barres, de vrais codes barres de fabricants, mais on n'a pas souhaité voilà, exposer des codes barres de fabricants. Voilà, on a trouvé que c'était ça nous a semblé préférable d'utiliser code barre de test. L'inconvénient, c'est que ces codes barres de test, ils contiennent des IUDID, donc des GTIN ou des UPN, qui ne pointent vers aucun produit, hein, ce sont des IUDID virtuels. Mais sur le plan structurel, c'est tout à fait conforme. Donc ces 14 codes, pourquoi 14 codes barres? C'est vrai que ça fait beaucoup, et d'ailleurs, on verra, c'est une des raisons pour laquelle probablement le niveau de participation a été bon, pas, enfin, a été bon sans être aussi bon qu'on aurait pu l'espérer, puisque c'était pour les hôpitaux, ça représentait un petit peu de temps, voilà, pour réaliser l'ensemble de ces tests. Mais en fait, pourquoi 14 codes barres? Parce qu'il y a, je vous le disais, il y a toute une diversité dans les configurations d'IUD qu'on peut retrouver. Il y a différentes symbologies, différentes normes de codification et différentes combinaisons, compositions d'IUD IP. Voilà. Euh, donc on a essayé d'être le plus large possible, hein, tout en se restreignant quand même, parce que je veux dire, j'ai mis 14 codes barres, j'aurais pu en mettre 25 tout aussi bien, voilà. Mais bon, 14 codes barres, ça m'a semblé être un bon compromis, mais c'est vrai que ça nécessitait un investissement assez significatif du côté des répondeurs. Le formulaire a été, enfin le questionnaire a été validé avec Eurofarmat, avec la commission technique d'Eurofarmat que je remercie. Et l'enquête a été ouverte du 14 mai au 25 octobre. Voilà.
là, vous avez un exemple de questions, en fait, donc 14 codes barres, donc 14 questions, et donc vous avez le formulaire tel qu'il était affiché sur le smartphone des participants. Euh, pour chaque code barre, donc vous avez le code barre que vous pouvez directement, l'idée c'était de le scanner avec la douchette directement sur l'écran du smartphone, donc sans avoir besoin d'imprimer quoi que ce soit. Euh, et ensuite des questions, donc toujours les mêmes. Donc une première question, avez-vous réussi à scanner le code barre? Oui, non. Et puis si vous avez réussi à scanner le code barre, est-ce que la lecture a permis de capturer les éléments dans votre logiciel? Et donc là, je détaillais les différents éléments présents dans le code barre avec la valeur associée. C'est important de manière à ce que les professionnels hospitaliers puissent vérifier qu'ils récupèrent l'information et que ce soit la bonne information, la bonne valeur. Voilà. Euh, un champ de commentaires libres pour pouvoir préciser le type d'anomalie rencontrée euh, si des anomalies avaient été rencontrées. Voilà. Donc, avant de présenter les résultats, je vais faire quelques rappels. Euh, donc l'IUD, c'est un identifiant composite, c'est-à-dire constitué de deux parties, ce qu'on appelle l'IUD-ID ou identifiant de dispositif, qui est en fait euh, le, l'identifiant du ou identifiant de dispositif. Il va prendre différents noms en fonction du standard employé par le fabricant. Je l'ai dit, il existe 4 standards qui sont autorisés par la Commission européenne. Les deux principaux sont les standards GS1 et HIBC. Chez GS1, l'IUDID, il porte le nom de GTIN. Et chez HIBC, il porte le nom d'UPN. Donc la signification des acronymes, c'est Global Trade Item Number et UPN, c'est Universal Product Number. Alors, par rapport à l'IUDIP, donc je vous ai repris, enfin, je me suis permis de mettre quelques citations du règlement 2017-745. Au niveau de l'annexe 6, dans la partie C, il y a pas mal d'informations intéressantes, enfin importantes qui permettent de définir ce qu'est l'IUDIP et ce que doit contenir l'IUDIP. Donc, il est bien précisé que les différents types d'IUDIP sont donc le numéro de série, le numéro de lot, l'identifiant de logiciel et la date de fabrication, d'expiration ou ces deux types de dates. Ensuite, il y a d'autres précisions qui peuvent parfois être mal comprises d'ailleurs. Si un numéro de lot, un numéro de série, un identifiant de logiciel ou une date d'expiration apparaît sur l'étiquette du dispositif médical, alors il fait partie de l'IUDIP. Si l'étiquette comprend également une date de fabrication, il n'est pas nécessaire de l'inclure dans l'IUDIP. Euh, donc ça c'est une information qui est à destination du fabricant, pas de l'établissement de santé. Euh, C'est-à-dire que si sur l'étiquette vous avez une date le fabricant met une date de fabrication et une date d'expiration, eh bien il n'est pas obligé d'inclure dans son IUD, c'est-à-dire dans le code barre, la date de fabrication. Mais il peut le faire, hein, et s'il le fait, l'établissement doit enregistrer cette date de fabrication puisque de fait elle fait partie de l'IUDIP. Voilà. Euh, Ensuite, oui, un truc qui est important, c'est que les supports de code barre, c'est-à-dire les codes barres, hein, qui comprennent à la fois un IUD et un IUDIP, peuvent également comprendre d'autres données qui donc peuvent venir s'insérer parmi les données constituant l'IUD. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un code barre avec un GTIN, un numéro de lot, une date d'expiration, mais le fabricant peut décider d'ajouter une autre donnée, par exemple la référence du dispositif médical, et c'est tout à fait une pratique qui est conforme. Mais du coup, ça, c'est un détail qui importe au niveau du logiciel. Il va falloir que le logiciel soit en capacité de gérer cette situation-là. Et ensuite, l'IUD-IP, il est finalement le fabricant, il est relativement, il a une assez grande liberté par rapport au choix des éléments à faire figurer dans l'IUD-IP. Néanmoins, pour les dispositifs implantables, il y a des éléments à faire figurer au minimum. Pour les DM implantables actifs, par exemple les pacemakers, le fabricant doit inclure dans son IUD-IP à minima un numéro de série.
il peut, en plus du numéro de série, ajouter d'autres données, bien sûr. Donc, une date d'expiration, mais aussi un numéro de lot s'il le souhaite, en plus du numéro de série. Ça, ce sont des situations qu'on rencontre, voire également une date de fabrication. Pour les DM implantables non actifs, par exemple une prothèse de hanche, eh bien, le fabricant doit inclure dans les UDIP à minima un numéro de lot ou un numéro de série. Mais il peut mettre les deux s'il le veut. Par contre, il ne peut pas mettre, par exemple, juste une date d'expiration. Voilà, ça, c'est pas conforme. Ensuite, la lecture et l'enregistrement de l'IUD à l'hôpital, comment ça se passe hein, concrètement? Alors, il y a différentes étapes. En fait, ce sont des étapes qui sont tout à fait transparentes du point de vue de l'utilisateur, mais informatiquement, ce sont des choses qui se passent quand même. Donc, avec une douchette, on va lire le code barre. La douchette, en fait, elle va, je dirais, traduire la symbologie en chaîne de caractères. Cette chaîne de caractères est envoyée au logiciel. Le logiciel, à ce stade, il peut pas en faire. Enfin, en fait, il va devoir identifier quels sont les types de données présentes dans la chaîne de caractères au cours d'une phase d'analyse syntaxique ou on appelle ça le parsing également. Et c'est là où cette phase d'analyse nécessite que le logiciel que plutôt l'éditeur ait implémenté dans son logiciel les règles de syntaxe ou de codification euh, élaborées par les standards GSE1, JBC notamment. Voilà, donc à l'issue de cette phase d'analyse, le logiciel il est en mesure d'enregistrer l'IUD, c'est-à-dire finalement d'enregistrer les différents composants de l'IUD dans les champs qui sont dédiés, un champ pour l'IUD, un champ pour la date d'expiration, un champ pour le numéro de lot ici, puisque ce sont ces données que le fabricant a encodées dans son code barre. Donc le challenge IUD, il se focalise sur les deux premières étapes, c'est-à-dire la lecture du code barre et l'analyse du contenu code barre. Il ne s'intéresse pas finalement à l'enregistrement et notamment à la liaison avec la fiche du dispositif médical. C'est la raison pour laquelle finalement le fait d'avoir utilisé des GTIN et des UPN virtuels, c'est-à-dire qui ne pointent vers aucun modèle de DM, ça n'est pas un problème. Voilà. Donc, ce qu'on va tester au travers de l'enquête, c'est le logiciel, mais également la douchette. Ça, c'est vraiment important. C'est vraiment le couple logiciel et douchette. Ou plutôt douchette et logiciel. Sens chronologique. Donc, on a eu 52 formulaires qui nous ont été retournés, ce qui correspondait à 48 établissements de santé. Alors, j'ai dû écarter 6 formulaires. Alors, deux doublons de formulaires et puis 4 formulaires qui étaient inexploitables. Je vais pas spécialement entrer dans le détail, la présentation est longue. 46 formulaires ont donc été retenus pour l'analyse, qui représentent 44 établissements. Alors pourquoi 46 versus 44? C'est que 2 établissements nous ont envoyé 2 formulaires, puisqu'ils ont testé 2 logiciels différents. Voilà. Par exemple, logiciel de pharmacie, logiciel de bloc. Alors, 9 logiciels ont été testés. Principalement utilisé dans 3 types de services. Donc l'API très majoritairement, 44 sur 46 formulaires analysés, 44 portent sur les logiciels utilisés à la pharmacie, mais vous avez également des logiciels qui étaient utilisés au bloc, voire en unité de radiologie interventionnelle. Alors en fait, le même logiciel peut être utilisé parfois à l'API et ailleurs, au bloc ou en unité de radio interventionnelle. C'est pour ça que si vous faites de la somme, vous allez arriver à quelque chose qui est nettement supérieur à 46, bien sûr. Alors, donc les participants travaillaient principalement au sein de centres hospitaliers et centres hospitalo-universitaires. On a eu quelques participants travaillant en ESPIC et en clinique dans le privé à but lucratif. Voilà. Alors, ce que j'ai pas pensé à dire, c'est que principalement, et c'est
il y a un biais hein, par rapport au fait. Pourquoi les logiciels testés étaient principalement des logiciels de PI, PUI, c'est parce que notre canal de communication, c'est principalement à destination des pharmaciens hospitaliers et moins des blocs. Donc c'est pour ça qu'on a ce biais, et les logiciels de PU qui sont surreprésentés. Euh, voilà, alors maintenant on va passer à l'analyse des résultats. Donc il y avait des codes barres ou des IUD au format GS1 et d'autres au format HIBC. Donc démarrons avec les codes barres au format GS1. Donc j'ai les 14, donc chaque bulle c'est un code barre là. Voilà. Euh, donc à chaque fois je représente donc le code barre, ensuite les données qui ont été capturées, et puis en bas, ce sont les commentaires avec la petite bulle. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur, mais ce sont des commentaires que nous ont envoyés les participants pour expliquer les anomalies qu'ils avaient constatées. Donc, ces deux codes barres, pourquoi je les ai mis côte à côte, c'est qu'en fait, ce sont donc un code barre linéaire et un code barre matriciel, mais qui portent exactement la même information, à savoir un IUDID au format GTIN associé à une date d'expiration et un numéro de lot. C'est la configuration la plus courante. Alors, les résultats, ce sont les meilleurs résultats qu'on a eus, ce sont avec ces codes barres-là. Hein. On est à 88% de répondeurs qui ont... bon, parmi ceux qui ont réussi à scanner le code barre, alors, euh, le... comment dire, euh, normalement, il y a des exigences en matière d'impression du code barre pour s'assurer que ces codes barres soient bien lisibles, etc. Là-dessus, je n'ai pas spécifiquement respecté ces exigences-là, puisque je souhaitais que les codes barres soient affichables sur un smartphone. Du coup, l'inconvénient, c'est qu'il y a une partie des participants, vous voyez, qui ont été qu'on a laissé de côté, qui n'ont pas réussi à scanner le code barre. Alors certains ont imprimé, on avait mis également à disposition un formulaire PDF imprimable avec tous les codes barres à scanner. Donc certaines personnes ont imprimé les codes barres et ont du coup mieux réussi à les lire. Mais bon, c'est sûr qu'on a laissé quelques personnes de côté. Donc là, vous voyez, sur 46 participants, il n'y en a que 41 qui ont réussi à lire ce code barre. Et sur ces 41 participants-là, 88% ont réussi à capturer tous les éléments de l'IUD, à savoir l'IUD-ID, la date d'expiration et le numéro de lot. Voilà. Euh, à droite, vous avez les mêmes informations, mais encodées dans un code JSON Data Matrix. Là, on a eu 100% de scans réussis, donc ce qui n'est pas très étonnant. Les Data Matrix sont généralement mieux lus plus facilement que les codes barres linéaires, à condition d'avoir une douchette qui est capable de lire les codes barres matriciels, mais là, manifestement, c'était le cas. On a des résultats qui sont un petit peu moins bons, mais c'est principalement lié, je pense, au fait qu'il y a eu une incompréhension dans le questionnaire. Enfin, je pense que j'aurais pu, en retouchant légèrement les réponses, enfin, il aurait fallu que je redresse un petit peu les réponses, on serait arrivé à peu près au même résultat. Voilà. Il y a un établissement qui m'a signalé qu'il n'avait pas de champ IUD-ID visible dans son logiciel, donc il a indiqué qu'il n'avait pas récupéré l'IUD-ID. Enfin, globalement, les résultats sont plutôt bons. Je pense que c'était plutôt, je vais passer à la suite parce que on va voir que les résultats se dégradent. Là, vous avez un code barre. Alors là, ce sont les mêmes données, mais c'est un code barre scindé en deux, c'est-à-dire avec la partie du haut qui contient l'IUDID, la partie du bas qui contient l'IUDIP. Là, on voit que les résultats se dégradent par rapport au pourcentage de participants qui ont réussi à scanner le code barre, et on a eu des commentaires du type le logiciel ne permet pas le scan successif de deux codes barres. Donc ça, c'est une première difficulté, mais à laquelle, en principe, les éditeurs de logiciels devraient pouvoir répondre, enfin résoudre. C'est le cas où vous avez deux codes barres. Il faut que le logiciel permette de scanner successivement ces deux codes barres et comprenne que vous êtes en train de scanner une seule et même boîte. Voilà. Or, c'est manifestement, dans certains cas, le logiciel n'autorise pas le scan successif de deux codes barres. Alors, on change de question. Donc là, vous êtes sur un code barre matriciel, euh, data matrix avec un IUDID au format GTIN associé à une date d'expiration et un numéro de série. Donc vous voyez, il n'y a pas de numéro de lot, il y a un numéro de série.
Et je rappelle que le numéro de série il est obligatoire pour tous les DM implantables actifs. Donc il faudrait que les logiciels soient en capacité de traiter cette situation-là qui est quand même assez, enfin, on peut dire assez fréquente. Après, ça dépend de quel type de DM implantable vous posez dans votre établissement, mais bon, les pacemakers, je pense qu'on en pose un certain nombre en France, hein, les défibrillateurs également. Donc là, on voit que le taux de participants, alors 100% des participants ont réussi à lire le code barre, donc c'est bien, on part vraiment sur une base de 46 participants, et 70% ont réussi à capturer tous les éléments de l'IUD. Là où ça pêche, c'est sur le numéro de série, 72% seulement ont capturé le numéro de série, et les commentaires que j'ai eus, c'était ce type de commentaires, donc numéro de série qui est enregistré en tant que numéro de lot, et absence de champ dédié dans le logiciel. Donc, j'ai eu beaucoup de commentaires de ce type. Voilà. Donc, une première difficulté, c'est difficulté à enregistrer le numéro de série parce qu'il n'y a pas de champ. Alors, par défaut, les éditeurs souvent renvoient le numéro de série dans le champ numéro de lot. Alors là, à la limite, bon, c'est loin d'être idéal, mais ça passe dans la mesure où vous avez juste un numéro de série dans le code barre et pas de numéro de lot. Par contre, vous pouvez avoir cette situation-là dans laquelle donc on change de code barre. Là, vous voyez, c'est un data matrix, mais qui comporte 4 informations cette fois. Un IUDID au format GTIN qui est associé à une date d'expiration, un numéro de lot et un numéro de série. Vous voyez bien que dans ce cas de figure, le logiciel, il est un peu coincé s'il veut enregistrer le numéro de série dans le champ du numéro de lot. Euh, et du coup, ce qui se passe, c'est que certains logiciels s'en sortent en enregistrant les deux, c'est-à-dire les deux informations numéro de lot et numéro de série dans le même logiciel, dans le même champ, le numéro de lot, en les séparant par un caractère séparateur, donc soit deux petits points, vous voyez les commentaires en bas, soit un hashtag. On peut imaginer que par la suite, le logiciel, il est capable d'exploiter ces informations et peut-être qu'il est capable de les exploiter en distinguant le numéro de lot du numéro de série. En termes d'affichage, c'est pas forcément très on va dire que c'est pas idéal pour l'utilisateur. Mais vous pouvez avoir aussi le cas où dans le logiciel, le numéro de lot va être enregistré, mais le numéro de série, lui, il va être passé à la trappe. En tout cas, il n'est pas affiché à l'écran. Il peut être enregistré quelque part dans le logiciel, mais il n'est pas visible pour l'utilisateur. Donc là, difficile de savoir si ce qu'il est advenu de ce numéro de série. Il faudrait poser la question directement aux éditeurs. Euh, ce code barre Data Matrix, il comportait une autre difficulté, c'est qu'en fait, euh, il a dans la chaîne de caractères, il y a un numéro de lot et un numéro de série. Le numéro de lot et le numéro de série, ce sont deux champs de longueur variable, hein. C'est-à-dire que les fabricants, ils peuvent encoder un numéro de lot sur, je sais pas, 4 à 18 caractères, et c'est eux qui choisissent. Donc, le logiciel, quand il va recevoir la chaîne de caractères, il faut qu'il sache où s'arrête le numéro de lot et où démarre le numéro de série. Autrement dit, il a besoin d'un élément structurel, de ce qu'on appelle un séparateur. Alors, vous, je parle en tant que aux pharmaciens ou aux humains qui voient arriver le code barre. Vous avez la partie, ce qu'on appelle HRI, c'est-à-dire la partie en clair, à droite du code barre, ici, avec les informations qui ont été encodées et les balises entre parenthèses, 01, 17, 10, 21. Si vous connaissez, donc quelque part, vous savez que le numéro de lot, le numéro de série, il démarre, puis en plus il y a des sauts de ligne, hein. Bon, visuellement, vous voyez bien que où démarre le numéro de lot et où commence le numéro de série. Mais en fait, votre logiciel, il faut vous dire que ce qu'il va recevoir, c'est une chaîne de caractères d'abord sur une seule ligne, et ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est important, c'est que les parenthèses qui sont imprimées à côté du code, les parenthèses entre lesquelles sont mises les balises dans la partie visible, en fait, elles ne sont pas encodées. Donc, ce que va recevoir votre logiciel, c'est une chaîne de caractères qui commence par 01, 195, 21, 34, 67, 49, 17, 26, 01, 31, 10, LN, 2, 3, 4, 5, 6, 21, 000, 765, 43. Donc, votre logiciel, il a aucun élément, enfin, il n'a pas de parenthèse pour l'aider à découper les champs. Donc, il faut que le fabricant encode à la fin du numéro de lot, qui est un champ de longueur variable, un séparateur
en suivant les spécifications de GS1. Et ce séparateur, c'est un caractère, qu'on appelle un caractère non imprimable qui s'appelle le groupe séparateur. Voilà. Donc, il faut que le fabricant pense à l'encoder. En général, le fabricant utilise des logiciels qui savent gérer ce type de situation. Donc, on a assez rarement des absences de caractères séparateurs quand il y en a besoin d'un. Par contre, il faut que la douchette restitue ce caractère séparateur et il faut que ce caractère séparateur soit ensuite interprété correctement par le logiciel. Et on observe régulièrement, par rapport aux retours que nous font les établissements, enfin même indépendamment de l'enquête, qu'il y a quand même pas mal d'erreurs, de problèmes de paramétrage de douchette qui ne retournent pas les séparateurs comme il faut. Voilà. Et donc ça va se traduire par le fait que le logiciel va récupérer le numéro de lot, et ensuite, ben, il va pas s'arrêter, et le numéro de lot, ben, pour lui, il va se terminer quand s'arrête la chaîne de caractères. Et donc, vous voyez, le premier commentaire qui a été laissé, ces numéros de lot et de série sont agrégés en tant que numéro de lot, et la valeur enregistrée, c'est L1, 2, 3, 4, 5, 6, 21, or 000 765 43. Or, le numéro de lot, il s'arrête à 6, et le 21, c'est la balise du numéro de série. Donc là, c'est ennuyeux parce que la valeur de numéro de lot qui a été enregistrée, eh bien, elle est erronée. Voilà. Donc vous voyez que le taux de capture de l'IUD complet, c'est tous les éléments constituant l'IUD, ici IUD, ID, date d'expiration, numéro de lot, numéro de série, il a quand même pas mal chuté, on est passé à 50%. Je passe ça parce que j'ai expliqué à l'oral déjà ce que c'était que les caractères séparateurs, puis on n'a pas trop de temps. Là, vous avez un autre exemple de data matrix. Alors, vous voyez, ça se complique au fur et à mesure. Alors là, c'est un code barre qui comporte toutes les données possibles pouvant constituer l'IUD, notamment la date de production. Donc, on peut repérer par la balise 11. OK. Alors là, 100% des participants ont réussi à scanner le code barre. Par contre, regardez le résultat, 9% seulement ont réussi à capturer tous les éléments de l'IUD. Alors là où ça pêche, eh bien, ça pêche à deux endroits. Ça pêche au niveau du numéro de série. Et puis probablement, les participants ont également rencontré des problèmes, comme ce que je vous expliquais à la diapositive précédente, c'est-à-dire que là, il y a une histoire encore de séparateur GS1, donc probablement certains numéros de lot qui ont été enregistrés sous une forme agrégée avec le numéro de série. Et vous voyez, la date de prod n'a été capturée que par 11% des répondeurs. Et avec un commentaire qui était qu'il n'y a pas de champ pour enregistrer l'info de date de production et bon, pas de champ pour enregistrer l'info numéro de série. Voilà. Alors là, c'est encore autre chose. Donc là, on a un code barre data matrix qui contient les données habituelles, enfin qu'on rencontre le plus fréquemment de l'IUD, c'est-à-dire l'IUD ID au format GTIN associé à une date d'expiration et un numéro de lot. Mais le fabricant, il a inséré une autre information qui ne fait pas partie de l'IUD, mais qu'il a choisi d'insérer quand même dans le code barre. Et c'est tout à fait conforme par rapport à la réglementation. Alors là, vous avez des séparateurs, vous avez un problème le fabricant, enfin le fabricant en l'occurrence Fast a encodé un caractère séparateur entre ce champ additional ID qui est typiquement utilisé pour insérer, pour encoder une référence commerciale et le numéro de lot, puisque le champ additional ID a une longueur variable. Et donc l'additional ID ne fait pas partie de l'IUD, donc ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de l'enregistrer. Par contre, l'essentiel, c'est que vous arriviez à capturer les autres informations. En particulier, que votre logiciel arrive à sauter de la date d'expiration au numéro de lot. À la limite, tant pis s'il ignore l'additionnel ID, mais il doit quand même récupérer le numéro de lot. Là, les informations IUDID, date d'exp, additionnel ID, numéro de lot, elles apparaissent dans l'ordre de leur apparition dans la chaîne de caractères de la gauche vers la droite. Voilà. Donc, on a un taux de 59% de capture de l'IUD. Voilà, et dans les commentaires, on a voilà, des établissements qui nous indiquent qu'ils n'ont pas de champ pour enregistrer l'additionnel ID. Ça, c'est même la plupart des participants, hein, puisque vous voyez que seuls 7% d'entre eux ont réussi à capturer l'additionnel ID. Et par contre, certains nous rapportent que leur logiciel, en fait, a bloqué au niveau de l'additionnel ID et donc n'a pas analysé tout ce qui se situait à droite de l'additionnel ID, dont notamment le numéro de lot. Voilà. Alors maintenant, on va passer chez HIBC.
Donc, première situation, donc j'ai essayé comment dire, de traiter HIBC de manière plus similaire possible à GS1. Donc là, vous avez deux codes barres qui contiennent le classique, hein, IUDID, plus date d'expiration, plus numéro de lot. C'est beaucoup moins classique par contre que GS1 parce que c'est vrai que les standards HIBC sont aujourd'hui beaucoup moins utilisés que les standards GS1. Mais si vous avez du HIBC, ben, probablement vous avez de grandes chances de tomber sur ce type de configuration. Vous voyez que les taux de capture de l'IUD sont nettement moins bons, hein, 29%. Pour le code barre linéaire, 30% pour le code barre matriciel. Vous voyez également que les taux de lecture du code barre hein, sont moins bons. Alors, encore une fois, j'ai pas respecté vraiment strictement les exigences d'impression, de résolution, etc. Mais quand même, on voit que c'est vrai que les codes barres linéaires HIBC, ils sont souvent plus longs, c'est un peu plus verbeux, donc c'est plus long et c'est un peu moins facilement lu par les lecteurs. Et alors, pourquoi les taux sont très faibles? Là, vous voyez que finalement, c'est lié au faible taux de capture de l'IUDID. Alors, en fait, ce qui se passe, hein, c'est que les logiciels capturent non pas l'IUDID entier, c'est-à-dire l'UPN, mais une partie seulement de l'UPN. C'est-à-dire que, vous voyez, les commentaires, c'est mon logiciel a enregistré comme IUDID la valeur ROD 12000 au lieu de A999 ROD 12001. Ou dans un autre logiciel, le logiciel a enregistré A999 ROD 12000, mais sans le 1 à la fin. Voilà. Alors, donc, et ça, c'est vraiment, ce problème a été rencontré dans plusieurs logiciels. Hein, les logiciels, quand l'IUD est envoyé au standard HIBC, ont tendance à enregistrer l'IUDID sous une forme tronquée. Alors, pourquoi? C'est parce que il y a une incompréhension par rapport à ce qu'est l'IUDID chez HIBC. Donc l'IUDID chez HIBC, c'est ce qu'on appelle l'UPN, hein, Universal Product Number. Et en fait, cet UPN, il est composé de trois types d'éléments qui vont être agrégés par le fabricant au moment où il affecte l'UPN. Donc là, vous avez un exemple d'UPN, c'est l'UPN qui était encodé dans le code barre de la diapo précédente. En fait, cet UPN, il est constitué de trois parties. La première partie, c'est ce qu'on appelle le LIC, ou Labeler Identification Code, donc qui est l'identifiant de société que l'organisation HIBC délivre au fabricant quand le fabricant décide de devenir adhérent donc pour pouvoir utiliser son standard. Et en fait, ce LIC, c'est un préfixe que le fabricant va devoir mettre devant tous les codes UPN qu'il va délivrer ou qui va affecter à ses produits. Et c'est ce leak qui garantit l'unicité du code à l'échelle internationale, c'est-à-dire que notamment que deux fabricants ne peuvent pas attribuer le même code UPN. Donc c'est un élément qui est hyper important, c'est lui qui garantit l'unicité du code. Voilà, c'est ce qui fait qu'on peut parler d'identifiant unique. Euh, le principe, il y a un principe tout à fait similaire chez GS1, avec un identifiant de société délivré par GS1 aux fabricants qui ont décidé d'adhérer à GS1. Un fabricant choisit le standard qui souhaite utiliser. Et donc, dans les GTIN, vous avez au début des GTIN un préfixe qui s'appelle un DCP pour Global Company bon, j'ai un trou de mémoire, mais enfin un identifiant de société qui est l'équivalent du LIC et donc qui est incorporé pareil dans le GTIN. Donc ensuite, l'UPN comprend une deuxième partie qu'on appelle le Product Code Number, le code produit, qui est attribué par le fabricant, qui généralement chez HIBC correspond à la référence commerciale du produit. Nettoyé de ses caractères spéciaux, donc les tirets, les espaces, les slash, les points, etc. Troisième partie, c'est l'unit of measure, c'est l'unité de niveau de conditionnement. Voilà. Et donc, c'est l'ensemble, c'est l'UPN qu'il faut enregistrer en tant qu'IUDID et non pas le PCN. Beaucoup de logiciels enregistrent le PCN au lieu d'enregistrer l'UPN. Voilà. Ensuite, donc là, bon, ce sont les données UPN d'expiration numéro de lot, mais dans un code barre scindé.
Voilà. Donc le logiciel, il doit autoriser la lecture successive de deux codes barres dont l'un comporte l'IUDID et l'autre l'IUDIP. Donc généralement, vous allez d'abord scanner le code barre avec l'IUDID et puis ensuite hein, le code barre avec l'IUDIP de manière à récupérer l'ensemble des informations. Voilà. Ensuite, il y a un autre petit détail, mais c'est plus pour les éditeurs de logiciels. Il y a à la fin de la deuxième chaîne de caractères, quand le code barre quand l'IUD est scindé en deux codes barres, vous avez alors, à la fin de chaque code barre, vous avez un caractère de contrôle. Donc le 7 pour le code barre du haut, le C pour le code barre du bas. Et c'est un caractère qui permet de s'assurer de l'intégrité du code. Mais quand vous avez les informations scindées sous la forme de deux codes barres, eh bien la chaîne de caractères du code barre du bas, elle comporte comme avant-dernier caractère, donc vous voyez ici le 7, donc 7C, donc le 7, c'est ce qu'on appelle un caractère de liaison qui permet de faire. Pourquoi de liaison? C'est parce qu'il permet de faire la liaison avec le caractère de contrôle du premier caractère, du premier code barre. En fait, je dirais, une fonctionnalité, je ne sais pas comment on peut dire, qui est fournie par HIBC pour permettre au logiciel de s'assurer qu'ils sont bien en train de scanner deux codes barres qui portent sur le même produit. Voilà. Mais par contre, le logiciel, il faut que dans ce cas-là, il sache que l'avant-dernier caractère, c'est un élément structurel et non pas une valeur enregistrée dans le logiciel, par exemple le numéro de lot. Donc vous voyez, bon là les taux de capture sont assez mauvais donc on a des commentaires, le logiciel ne permet pas le scan successif de deux codes barres. Et vous voyez, le numéro de lot lu, un participant m'a remonté le fait qu'ils avaient récupéré la chaîne L1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 au lieu de L1, 2, 3, 4, 5, 6. Parce que le logiciel, probablement, n'a pas tenu compte du caractère n'a pas voilà, tenu compte de ce caractère de liaison, ou plutôt il l'a considéré à tort comme faisant partie de la valeur du numéro de lot. On a eu aussi, on m'a reporté un message d'erreur, date d'expiration antérieure à la date du jour. Or, justement, j'avais fait en sorte pour éviter ce type de message, hein, d'encoder les codes barres avec des dates d'expiration qui étaient suffisamment éloignées dans le temps. Donc voilà. Vous voyez, il y a au niveau du logiciel des choses qui passent pas très bien avec les codes HIBC. Là, vous avez le cas, donc UPN, IUDID, date d'expiration, numéro de série. Bon, vous voyez, hein, les taux se dégradent, hein, 15% seulement. Voilà. Là, vous avez UPN, date d'expiration, numéro de lot et numéro de série. Bon, les taux, vous voyez, on est à 12%, hein, c'est vraiment, c'est très faible. Et puis dans les commentaires, on m'a fait remonter un numéro de série, une valeur de numéro de série qui ne correspondait pas à celle indiquée dans le questionnaire. Et en effet, un logiciel a enregistré comme numéro de série SS 1, 2, 3, 4, 5, 6 au lieu de S 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je vous confirme que c'est une erreur puisque le S, le premier S était un élément structurel, c'est une balise qui permet au logiciel de savoir qu'il a affaire à un numéro de série. Voilà. Euh, un logiciel a récupéré le numéro de lot et le numéro de série agrégé, ben, en fait, là, c'est clairement euh, le logiciel a considéré que l'ensemble, c'était un numéro de lot, donc il s'est pas arrêté au séparateur, c'est voilà. Euh, on m'a également fait remonter l'enregistrement d'une chaîne 3, 4, 5, 6 dans le cas de autre. Je ne sais pas à quoi correspond ce 3, 4, 5, 6. C'est une partie du numéro de lot, une partie du numéro de série, mais a priori, il n'y avait pas lieu d'enregistrer ça dans une case autre. Mais bon. Euh, donc là, vous avez UPN, hein, donc IUDID au format UPN, plus date d'expiration, plus numéro de lot, plus date de production, plus numéro de série. Vous voyez là, hop, on est passé sous les 10% d'établissements qui ont réussi, enfin de répondeurs qui ont réussi à capturer tous les éléments de l'IUD. Vous voyez. Et là, on est faible, hein, 7% de prod. Alors, comment dire, on retrouve à la fois des causes communes euh, avec le non-enregistrement, par exemple, de la date de prod avec GS1, c'est-à-dire que s'il n'y a pas le champ pour GS1, a fortiori, il n'y aura pas le champ dans le logiciel pour HIBC. Mais au-delà de ça, il apparaît clairement que les syntaxes HIBC, c'est-à-dire la structuration d'une chaîne de caractères avec des balises qui permettent de dire, voilà, là, il y a une date de péremption, un numéro de lot, etc., c'est beaucoup moins bien compris par les logiciels que les syntaxes GSE. Voilà.
Voilà. Et puis le dernier, donc là, il s'agit donc c'est le cas oui, alors là, on est dans un cas de figure où le fabricant a encodé une information qui ne fait pas partie de l'IUD, mais il a décidé de la mettre dans le code barre et c'est son droit. Là, et puis l'autre difficulté que présentait ce test, c'est que l'UPN que j'ai encodé, vous voyez, il est très très long, A999, ABCDNR0. En fait, sachez que vous êtes susceptible de retrouver des IUDID au format UPN aussi long que ça. L'UPN, à la différence du GTIN qui est de longueur comment dire, fixe à 14 caractères, l'UPN, il fait une longueur variable, il peut jusqu'à 23 caractères. Alors en pratique, nous, par exemple, dans le catalogue CIODM, des codes UPN sur 23 caractères, je pense que je suis même pas sûr qu'on en ait. La plupart des codes UPN, je sais pas, la médiane, elle doit être autour de 16 caractères, je crois. Voilà. Donc c'est les codes UPN qui font plus de 18 caractères sont assez rares. Au-delà de 20, ça devient très rare. Néanmoins, voilà, ça c'est les éditeurs devraient permettre l'enregistrement de codes UPN sur 23 caractères dans leur logiciel. Voilà. Alors là, le truc, c'est que la plupart on n'a pas mis en évidence de problèmes de, de liés à la longueur au nombre de caractères du code UPN, mais vu que dans la plupart des logiciels, les UPN sont enregistrés sous une forme de toute façon incomplète, euh, voilà, de toute façon, ce qui a été enregistré ne faisait jamais 23 caractères. Mais voilà. Euh, ensuite, qu'est-ce que j'ai eu? Oui, une date d'expiration erronée enregistrée au 1er janvier 2026 au lieu du 31 janvier 2026. Alors là, je pense que c'est parce qu'on est dans un cas où la date d'expiration qui était encodée dans le code barre, elle était seules les informations d'année et de mois étaient données, mais par convention, quand on vous dit qu'un dispositif périme en janvier 2026, ben, c'est bien la fin du mois qu'il faut prendre en compte et non le début du mois. Voilà. Bon, et là, j'avais ajouté une donnée sur la quantité. Bon, vous voyez, la quantité, elle a été capturée dans 14% des cas. C'est pas très grave, hein, mais par contre, encore une fois, ce qu'il faut, c'est avoir enregistré les autres informations qui, elles, sont constitutives de l'IUD, dont leur enregistrement vous est exigé réglementairement. Donc, en résumé, les résultats sont bons sur GS1, enfin, sont plutôt bons pour la configuration la plus répandue, c'est-à-dire IUD, IUD, EXP et date d'expiration numéro de lot. Par contre, les résultats se dégradent dans les autres situations. Pour HIBC, on a globalement des résultats qui sont insatisfaisants. Le meilleur taux de capture qu'on a observé, c'est de l'IUD, c'est 30%. Et on observe un problème de capture de l'IUDID incomplet, hein, seulement le PCN et non au lieu de l'UPN. Et puis des erreurs d'analyse syntaxique, hein, non prise en compte des séparateurs, non prise en compte des caractères de liaison quand on a des codes barres scindés, voilà. Bon, l'enquête, elle présente un certain nombre de limites, hein, mais je préfère passer parce que je suis très en retard. Voilà. Hop, vous aurez accès au replay, vous pourrez lire la diapositive. Alors, on a quelques recommandations à formuler, hein, c'était l'idée de cette enquête. Donc, pour les douchettes, hein, les lecteurs de code barre, hein, bien sûr, donc ce sont des recommandations pour les établissements de santé, hein. Je sais qu'il y a quelques fournisseurs de DM qui sont avec nous. Là, c'est vraiment des recommandations pour les établissements. Acquérir des douchettes qui soient capables de lire les différentes symbologies de code barre employées par les fabricants. Donc il y a deux grandes symbologies qui sont employées, ce sont les codes barres, ce qu'on appelle les codes 128 et les data matrix. Voilà, il faut que absolument que les douchettes que vous achetez soient capables de décoder ces deux formats. Euh, Ensuite, je ne rentrerai pas dans les détails, mais il faut acquérir des douchettes qui sont en capacité de générer ce qu'on appelle des identifiants de symbologie. C'est important pour interpréter les standards GSM.
Et puis, bien sûr, les douchettes, il faut qu'elles soient bien paramétrées et en lien toujours avec l'éditeur de logiciel, puisque c'est le logiciel, c'est le logiciel, in fine, qui va recevoir la chaîne de caractères générée par votre douchette. Et donc, c'est important que l'éditeur soit dans la boucle quand il s'agit de paramétrer les douchettes. Ce qui ne veut pas dire que c'est lui qui va le faire, mais en tout cas, il doit être mis dans la boucle. Alors, au niveau des logiciels, la recommandation, là, ce serait plus à l'intention des éditeurs. Les logiciels devraient être en capacité de capturer et de stocker dans des champs dédiés tous les éléments de l'IUD, y compris les numéros de série et les dates de fabrication. Alors, les dates de fabrication, à la limite, je dirais que c'est le moins grave, hein, puisque quand vous avez la date d'expiration, c'est plus la date d'expiration qui vous intéresse, mais quand même, réglementairement parlant, devriez pouvoir enregistrer les dates de fabrication, puisqu'elles font partie de l'IUD. Et ensuite, le numéro de série, ça par contre, ça me paraît particulièrement... Enfin, il me semble que c'est quand même assez impératif de pouvoir capturer les numéros de série. Ensuite, capturer l'IUDID, GTIN ou UPN dans un champ dédié et enregistrer l'UPN sous sa forme complète. Mieux implémenter les règles de syntaxe de HTBC. On voit que les tests sont quand même pas très bons sur les codes barres HTBC. Et ça, c'est pour les utilisateurs. J'aurais dû dire à chaque fois à qui s'adressaient les conseils, utilisez la dernière, de préférence, la dernière version de votre logiciel. Voilà. Alors, la raison pour laquelle les règles HIBC sont moins bien implémentées que les règles GS1, il y a plusieurs raisons, mais la principale, c'est que les standards HIBC sont beaucoup moins utilisés aujourd'hui par les fabricants que les standards GS1. L'autre raison, c'est que les standards HIBC sont quand même plus complexes à appréhender que les standards GS1. Moi, c'est mon avis. Ça n'engage que moi. Alors, nos solutions chez FAST, donc là, je reprends comment dire, le schéma avec les différentes étapes de l'analyse d'un code barre. Vous voyez, en bas, donc l'idée, c'est d'enregistrer vos données, les données capturées à partir du code barre et de les associer à votre fiche produit. Parce que si vous les enregistrez comme ça, je dirais hors sol, ça va pas vous aider à gérer vos stocks, etc. Donc il faut, in fine, à enregistrer ces infos et les associer à, à votre fiche produit dans votre logiciel. Par exemple, de logiciel de PUI. La question, c'est comment votre logiciel, il va, à partir du code barre, pouvoir retrouver la fiche d'UDM à laquelle il doit raccrocher les informations de traçabilité. Ben, en fait, il va le faire grâce à la recherche du code IUDID, GTIN, ici, puisqu'on a pris un exemple GSM. Ce GTIN, en fait, va être utilisé comme clé de recherche pour retrouver votre fiche produit. Et votre logiciel va pouvoir retrouver votre fiche produit à condition que ce GTIN, ou cet IUDID de manière générale, vous l'ayez référencé dans votre fiche produit. Et c'est à ce niveau qu'interviennent ces IUDM, notamment, enfin, ça fait partie des raisons pour lesquels les hôpitaux utilisent ces IODM, c'est que dans ces IODM, les GTIN, ils sont nativement référencés. Voilà. Donc, votre logiciel peut rechercher la fiche IODM et cela va lui permettre de retrouver la fiche de votre produit, sans que vous ayez besoin de faire de recherche manuelle, puisque votre fiche produit est interfacée avec la fiche IODM. On propose également des services, ce qu'on appelle des services web, des API, qui permettent de prendre en charge davantage de fonctionnalités, notamment ce qu'on appelle l'API multicritéria, qui prend en entrée en fait la chaîne de caractères renvoyée par votre douchette et qui réalise elle-même l'analyse syntaxique et retourne à votre logiciel le résultat de l'analyse plus l'identifiant de la fiche CIODM. Donc ça évite aux éditeurs qui le souhaitent, hein, après les éditeurs peuvent souhaiter faire leurs propres algorithmes, de faire leurs propres programmes d'analyse syntaxique, de recherche. Et puis je précise que notre API est capable d'analyser bien sûr correctement tous les codes barres de l'enquête Challenge IUD. Donc cette API, le principe, c'est pour très rapidement, le client, c'est-à-dire le logiciel, votre logiciel va appeler notre serveur, qu'on appelle STS, hein, et il va lui envoyer un paramètre. En l'occurrence, la chaîne de caractères du code barre, qui a été générée par votre douchette. Et en fait, le serveur travaille, il s'appuie sur des programmes qui sont donc développés par FAST, et le serveur va retourner au client, en l'occurrence au logiciel, un flux XML, hein, qui ressemble à ce que vous voyez en bas de l'écran.
Ce flux XML, en fait, il contient le résultat de l'analyse du code barre. Donc, vous voyez les parties qui sont surlignées en jaune, vous avez le numéro de lot, la date d'expiration et l'IUDID. Et votre logiciel, après, il n'a qu'à prendre ces infos, les stocker dans un champ qui va bien et puis les afficher à l'utilisateur via sa propre interface graphique. Et puis, grâce à l'IUDID qui a été capturé, eh bien le serveur est également en capacité de retourner l'identifiant de la fiche CIEDM. Voilà. Donc AM44W98 avec un résumé de la fiche produit et puis on met à disposition une autre API, un autre service qui permet en passant le code CIODM de la fiche, eh bien, de récupérer un flux XML avec le descriptif complet de la fiche. Et ensuite, à charge de l'éditeur de présenter ça à travers son interface. Je suis très en retard, donc je vais devoir passer cette vidéo, malheureusement, que je me suis un peu embêté à faire, mais donc, en fait, sur notre site, on met à disposition ce qu'on appelle la visionneuse CIODM. Remarquez, je vais peut-être la lancer quand même. Hop, qui est une interface web qui utilise cette API. C'est-à-dire là, je viens de scanner un DM avec une douchette. Là, je consulte l'analyse, voilà, avec l'IUDID, la date d'expiration, le numéro de lot. Et vous voyez que la visionneuse m'a renvoyé, ah ben non, vous voyez pas, ça a coupé, m'a renvoyé une proposition de fiche. Voilà, que j'ai en bas. Et là, j'ai cliqué sur la ligne et pour consulter le détail de la fiche. Et donc là, j'ai appelé une autre API qui s'appelle l'API Miscellany et donc qui peut être utilisée directement par vos éditeurs de logiciels. Voilà. Plus récemment, on a mis à disposition, on a lancé une appli mobile qui s'appelle Scan by Fast et qui permet aujourd'hui qu'on va faire évoluer, mais pour l'instant, elle permet de scanner un dispositif médical. Décidément, j'ai des problèmes avec pour utiliser mes vidéos. Donc, vous pouvez scanner un dispositif médical, vous voyez, hop, et l'appli vous renvoie le résultat de l'analyse avec, vous voyez dans la partie supérieure, le détail de ce qu'il y a dans le code barre, UDID, l'eau, date d'expiration. Et puis si vous cliquez sur la fiche qui vous est proposée, vous pouvez consulter un extrait de la fiche du produit dans CIODM. Voilà. Et donc cette appli mobile s'appuie également sur les API du serveur STS, notamment celle que je vous ai présentée plus haut. Donc là, vous pouvez en direct, si vous le souhaitez, flasher le QR code et puis pour télécharger l'appli. Je précise quand même que c'est une appli qui est réservée au personnel des hôpitaux et cliniques qui sont abonnés à CIODM. Voilà. Donc les autres, c'est pas la peine de la télécharger, vous pourrez pas l'utiliser. Voilà. Donc j'ai été ultra long. J'espère ne pas trop vous avoir perdu en cours de route. Je sais pas, Agnès, si on peut se permettre quelques questions. Oui, 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 bien sûr. Ouais, super. Alors, comment ça se passe, les questions? Il faut que je... Dans le Ok, chat c'est bon, je les et ai. dans QR. Ouais, ça marche. Euh, alors, j'ai Madame Bucato qui me demande qui m'indique à notre connaissance, il n'existe pas de champ pour enregistrer la date de fabrication dans notre logiciel. Est-ce un champ existant dans notre logiciel? Faut-il faire une demande d'évolution? Moi, je pense que ça pourrait mériter une demande d'évolution. Après, comme je disais, la date de fabrication, alors d'abord, c'est très, enfin, je- quelques personnes ont quand même réussi à enregistrer la date de fabrication, donc le champ existe dans certains logiciels. Donc vous pouvez, oui, faire une demande d'évolution. Après, elle sera peut-être pas priorisée par, en l'occurrence, Computer Engineering, parce qu'ils ont probablement d'autres demandes d'évolution plus pressantes. Ce qui me paraît le plus pressant, c'est de demander la création d'un champ pour le numéro de série. Alors après, c'est une des limites de l'enquête, c'est que j'ai eu des résultats qui étaient parfois divergents d'un participant à l'autre, pourtant utilisant le même logiciel. Donc ça pouvait être lié au fait que la version du logiciel n'était pas la même. Ça pouvait être aussi lié au fait que la personne avait mal compris la question ou bien avait mal. Enfin, voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai pas publié. Enfin, on n'a pas souhaité publier de résultats en comparant les logiciels entre eux. Ça aurait été un exercice très périlleux et voilà. Et en plus, ça aurait été contre-productif puisque sur du déclaratif comme ça, enfin, c'était trop compliqué. Mais oui, si vous n'avez pas de champ pour la date de fabrication, vous pouvez effectivement demander une évolution à votre éditeur.
Ah, alors là, c'est dommage. On voit le passage des diapos en différé par rapport au discours. Agnès, ça a été quand même ou pas? Ouais. Oui, je Bon, pense, oui. d'accord. Bah, c'était peut-être lié à un problème de connexion Internet de cette personne. Une autre question. Le parseur CIODM disponible sur la Visual permet de déchiffrer 100% des codes barres. Oui, la réponse est oui. Quels logiciels PUI ont été testés pour l'enquête? Ah, ah, ah. Allez, je vais vous en donner quelques-uns, mais je ne pas la liste complète. Il y a 9 logiciels et pas d'ailleurs si vous que je donne les noms. Si, bah, par exemple, Pharma a été testé, Copilot et puis un certain nombre d'autres logiciels. Voilà. Ou récupérer un mode d'emploi pour l'application mobile. Ah ben c'est une excellente question. Il n'y a pas de mode d'emploi pour l'application mobile. On espère l'avoir conçu suffisamment ergonomique pour ne pas nécessiter de mode d'emploi. Mais mais c'est une bonne question. Éventuellement, n'hésitez pas à me faire un message à adresse ciodem@fast.fr et puis comme ça me fera un mémo. J'essaierai de penser à faire un mode d'emploi, mais voilà. En tout cas, s'il y a besoin de mode d'emploi pour s'en servir, c'est peut-être que on a quelque chose à revoir au niveau de l'ergonomie. Enfin, n'hésitez pas à revenir vers nous. On pourra éventuellement discuter. Euh, alors, salut Christian. Remettre l'écran précédent. Ah oui, voilà. Voilà. Christian voulait que je remette l'écran pour scanner le code data matrix. Voilà. Et puis plusieurs utilisateurs possibles pour un même établissement de santé adhérent. J'imagine que là, vous parlez de l'appli mobile. La réponse, c'est oui. Oui, oui. Enfin, la réponse, c'est oui. Voilà. En fait, un établissement prend une adhésion au catalogue CIODM, ça vous donne le droit d'abord d'intégrer CIODM, d'intégrer les services qui sont autour, c'est-à-dire notamment l'API multicritériat, dans tous vos logiciels compatibles, sans surcoût. Vraiment, le CIODM, c'est un catalogue d'interopérabilité, hein. Donc le but, c'est qu'il soit utilisé idéalement dans l'ensemble des logiciels du circuit DDM. Et puis, bien sûr, vous pouvez être autant que vous voulez à utiliser l'appli mobile sur votre téléphone. Alors, il y a une chose que j'ai pas précisée, c'est que pour vous connecter, il vous sera demandé vos identifiants visionneuses. Donc, si vous n'avez pas de compte visionneuse, eh bien, il faut vous rendre sur notre site, créer un compte visionneuse, et à ce moment-là, vous pourrez utiliser l'appli à condition que votre établissement ait une adhésion à CIODM. Donc, je pense en particulier je sais pas, aux fabricants. C'est inutile de créer un compte visionneuse si c'est pour utiliser l'appli derrière. Vous ne pourrez pas l'utiliser parce que à ce jour, on limite les accès à nos adhérents. Voilà. Donc ça, répondre en direct. Je note que j'ai répondu. Je pense qu'on est bon. Et et puis ensuite, il y avait un truc question-réponse, chat. Chat. Euh, Ah non, mais ça dans le chat, ce sont non, mais je pense qu'on est bon, non, Agnès? Ah, on doit demander à nos éditeurs d'intégrer l'API ou certains l'ont déjà fait. Alors, en fait, l'idée, c'est pas de dire que sans l'API, sans nos API, c'est la débâcle du côté des éditeurs, hein. Je veux dire, les éditeurs, ils travaillent généralement bien. Euh, L'idée, c'est pas de dire que l'intégration de notre API, elle est indispensable et elle doit être exigée auprès des éditeurs. Après, c'est vrai que nous, on travaille spécifiquement on est sur notre sujet. Là, quand je vous dis que notre API, elle est capable de décoder 100% des codes barres du challenge JUD, j'ai envie de vous dire heureusement, hein, sinon on se tirerait de balles dans le pied. Mais c'est surtout que c'est notre cœur de métier. Donc, l'idée, c'est d'éviter aux éditeurs c'est le principe des API de manière générale, en fait. C'est que les API existent pour faire gagner du temps aux développeurs. C'est-à-dire, au lieu de redévelopper, de réinventer la roue à chaque fois, le développeur, il va s'appuyer sur une API et il va faire confiance à un acteur tierce comme Fast pour faire les programmes qui vont bien et juste lui renvoyer eh bien le résultat de sa demande. Donc, il y a des éditeurs, oui, qui intègrent nos API. Après, peut-être pas le vôtre. Euh,
après, voilà, je dirais que nous, on communique aussi auprès des éditeurs pour leur expliquer qu'on met à leur disposition des API. Donc, vous pouvez leur en parler. Voilà, l'essentiel, c'est que, in fine, votre logiciel, il vous renvoie les résultats que vous attendez. Voilà. Il y a une chose que j'ai pas dite, c'est la visionneuse et l'appli mobile peuvent être utilisées pour une chose. Un des participants au symposium l'a évoqué ce truc-là. C'est vous pouvez utiliser nos outils pour tester vos douchettes, par exemple, ou si vous scannez un code barre que votre logiciel ne reconnaît pas, pour vérifier que le code barre, est-ce qu'il est correctement encodé ou pas. Si vous parvenez à le lire avec notre appli mobile, ça veut dire qu'en principe, il n'y a aucun problème au niveau du code barre et le problème va plutôt se situer au niveau de votre logiciel ou au niveau de votre lecteur. Voilà. Donc nos outils peuvent être utilisés aussi à cette fin-là. Voilà. Et puis l'appli mobile, elle permet aussi de nous envoyer des codes barres qui n'auraient pas été reconnus si vous scannez un produit et qu'il n'est pas retrouvé dans CIODM, c'est-à-dire l'appli mobile ne vous retourne pas de résultat, eh bien vous pouvez nous envoyer une photo du code barre de manière à ce qu'on on référence l'IUD et qu'on contacte le fabricant pour compléter le référencement de ces IUDID dans CIODM. Voilà. Voilà, donc j'ai été long et je m'en excuse. Euh, et j'espère que vous avez trouvé la présentation intéressante. Euh, ah, il y a une dame qui m'envoie un lien. Donc ça, je vais peut-être pas cliquer dessus, je sais pas ce que c'est. Madame Boissino. Si on rencontre des difficultés de lecture de code barre, faut-il vérifier le paramétrage des douchettes une à une? Si oui, comment procéder? Là, c'est un trop long sujet. Éventuellement, ce que je vous invite à me faire un mail à l'adresse eodem@sas.fr. On pourra en rediscuter. Voilà. Et le lien que vous m'avez envoyé, Madame Boissino, je sais pas à quoi ça correspond, mais je suis pas trop chaud de cliquer dessus. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je veux dire Agnès, on peut considérer qu'on est bon. Je ne sais pas si vous aviez prévu d'afficher le sondage ou peut-être vous l'avez fait entre-temps. Non, il n'a pas été affiché. C'était le sondage Ah, questionnaire de satisfaction. Il n'a pas été affiché. c'est 64% vous qui sont. l'affichez ou c'est moi? Je peux l'afficher. Hop, Ah, regardez. d'accord. Voilà, Bon, très bien. il est Très bien, affiché. très bien. Bon, si vous avez trouvé ça nul et que vous n'avez pas osé le dire, n'hésitez pas à me faire un message et j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Voilà. Ok. Bon, mais parfait. On, on s'arrête là? Ah oui, Agnès, j'ai pas pensé à dire que du coup c'était enregistré la présentation. Mais bon, Et rediffusé sur YouTube voilà. Ouais. d'ici demain. Bon, super. Voilà. Bon, eh bien, je conclus ou je vous laisse conclure, Oui, non, Agnès? non, C'est vous quoi la pouvez procédure? conclure. Vous pouvez conclure. Ok. Bon, eh ben voilà, je conclus. Merci, merci pour votre participation et à très bientôt. N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse codem@fast.fr si vous avez des questions. Voilà. Au revoir. Merci Étienne, au revoir. Au revoir. Ok, à tous les deux.